Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé précédemment, pour une deuxième séance dans laquelle nous aborderons le deuxième volet que nous consacrons à l'expression écrite. Nous allons nous intéresser à la rédaction d'un récit intégrant une description en respectant toujours le même thème intitulé « Portraits et comportements ». Pour ce faire, nous allons commencer par lire le texte support que nous avons étudié dans le cadre de l'explication du texte. Apparition. Arthur Levin paraissait songeur et absent. J'allais le plaisanter sur son air mélancolique quand j'aperçus la femme, juste au-dessus de nous, juchée sur la plateforme rocheuse d'où tombait la cascade. Jamais je n'oublierai l'impression que me causa son apparition. Je retins ma respiration devant la merveilleuse beauté de cette créature de Soror qui se révélait à nous, éclaboussée d'écume, illuminée par le rayonnement sanglant de Bételgeuse. C'était une femme, une jeune fille plutôt, à moins que ce ne fût une déesse. Elle affirmait avec audace sa féminité à la face de ce monstrueux soleil. Certes, nous étions privés de points de comparaison depuis 2 années, mais aucun de nous n'était enclin à se laisser abuser par des mirages. Il était évident que la femme qui se tenait immobile sur la plateforme, comme une statue sur un piédestal, possédait le corps le plus parfait qui pût se concevoir sur la terre. Levin et moi restâmes sans souffle, éperdus d'admiration, et je crois bien que le professeur Antel lui-même était touché. Debout, penché en avant, les bras légèrement relevés en arrière dans l'attitude d'une plongeuse qui prend son élan, elle nous observait et sa surprise devait égaler la nôtre. Après l'avoir contemplée un long moment, j'étais si bouleversé que je ne pouvais discerner en elle des détails. L'ensemble de sa forme m'hypnotisait. Ce fut après plusieurs minutes que je distinguai qu'elle appartenait à la race blanche, que sa peau était dorée plutôt que bronzée, qu'elle était grande, sans excès et mince. Ensuite, j'entrevis comme dans un rêve un visage d'une pureté singulière. Enfin, je regardai ses yeux. Alors, mes facultés d'observation furent réveillées, mon attention se fit plus aiguë et je tressaillis, car là, dans son regard, il y avait un élément nouveau pour moi. Là, je décelai la touche insolite, mystérieuse, à laquelle nous nous attendions tous dans un monde si éloigné du nôtre. Le texte est écrit par Pierre Boulle, extrait de La planète des singes. Voilà, merci Monsieur Essine. Donc nous allons commencer par un travail sur le texte, à travers lequel nous allons traiter notre premier point qui porte sur l'insertion de la description. Donc, notre premier axe s'intitule « Insérer une description dans le récit ». Alors, nous allons observer de plus près notre texte et nous allons relever les verbes et les temps auxquels ils sont employés. Donc, nous allons observer ensemble le texte et nous relevons quelques exemples de verbes employés. Paraissait, j'aperçus, retint, était, encore une fois, était, se tenait, appartenait, furent réveillés, tressaillis. Ce que l'on peut remarquer à propos de ces verbes, c'est que certains de ces verbes sont des verbes d'action. Et là, nous avons coloré en rouge ces verbes d'action. On cite aperçu, retint, furent réveillés, tressaillis,
déceler. Par contre, d'autres verbes sont des verbes d'état. Et nous avons coloré en bleu ces verbes-là. L'on cite paraissait, était, se tenait. Une fois encore, était, appartenait. Voyons maintenant à quel temps ces verbes sont employés. Là, nous identifions l'emploi du passé simple. Les verbes que nous avons cités tout à l'heure et qui sont colorés en rouge, par exemple, aperçu, retint, furent réveillés, tressaillis. Donc, c'est le passé simple. Alors que les verbes qui sont colorés en bleu sont conjugués à l'imparfait. Je reprends, par exemple, le verbe paraissait, était, se tenait, appartenait, et j'en passe. Ce que l'on peut remarquer également, c'est que le passé simple est employé essentiellement pour rapporter l'enchaînement des actions dans le récit. Par exemple, dans la phrase suivante, quand j'aperçus la femme. Par contre, l'imparfait est employé essentiellement pour décrire la femme et également pour décrire l'état du narrateur et des autres personnages. Nous citons, à titre d'exemple, Arthur Levin paraissait songeur et absent. La femme qui se tenait immobile. J'étais si bouleversé. Elle appartenait à la race blanche. Par ailleurs, nous avons d'autres outils qui permettent de passer d'une séquence narrative à une autre ou d'une séquence narrative à une séquence descriptive. Là, l'on cite l'exemple de la même expression que nous avons citée tout à l'heure, quand j'aperçus la femme. Quand cette conjonction de subordination introduit une nouvelle étape du récit. Par contre, en bas du texte, dans le dernier paragraphe du texte, l'emploi de l'adverbe « alors » introduit la dernière étape du récit. Nous pouvons également citer l'emploi du verbe de perception, apercevoir, dans l'expression « quand j'aperçus ». Cet emploi permet de passer d'une séquence narrative à une séquence descriptive. Nous avons donc un texte où il y a des séquences narratives qui alternent avec des séquences descriptives. Nous remarquons par ailleurs que la description est faite à travers le regard du narrateur, comme il a été mentionné lors de l'explication du texte, et qui se traduit par l'emploi du pronom personnel « je ». Voilà donc, M. Essine, que pouvons-nous dire comme récapitulation? Donc voyons ensemble les moyens utilisés par le narrateur pour insérer la description dans son récit. Donc, on a des verbes d'action, je retins, j'aperçus, etc. Des verbes d'état, c'était une femme, nous étions privés. Les temps employés, donc dans le récit, on a le passé simple, j'allais le plaisanter quand j'aperçus. La description, l'imparfait, Arthur Levin paraissait songeur et absent. C'était une femme, elle se tenait immobile sur la plateforme.
Donc, comme première synthèse partielle, nous pouvons dire que le plus souvent, le texte narratif comporte des passages descriptifs. Ceux-ci sont généralement annoncés par des verbes de perception comme regarder, voir, entendre, apercevoir et écouter. Alors, pour terminer avec cette première partie, nous vous proposons quelques ressources linguistiques. Ceci, vous pouvez réinvestir ces ressources-là dans vos productions écrites. Alors, nous pouvons dire que dans le cadre de la narration, si jamais vous avez un récit au présent, bien sûr, là, il faut employer le présent de l'indicatif. Si c'est un récit au passé, vous pouvez employer le passé simple ou le passé composé, le plus que parfait. Au niveau du choix des verbes, on opte pour les verbes d'action. Et il ne faut pas oublier également les indicateurs temporels. Dans le cadre de la description, là également, s'il s'agit d'un récit au présent, on emploie le présent. Mais s'il s'agit d'un récit au passé, on emploie dans ce cas-là l'imparfait, sans oublier les verbes d'état, les groupes nominaux et leurs expansions, les adverbes de lieu et de manière. Donc, M. Essine, après avoir étudié la manière d'insérer une description dans le cadre du récit, voyons maintenant quel ordre le narrateur suit pour organiser sa description. Donc, l'organisation de la description, nous avons vu que le verbe apercevoir est un verbe de perception qui introduit la séquence descriptive. C'est à travers le regard du jeu, en l'occurrence le narrateur, que se fait la description. Nous allons maintenant observer l'ordre que le narrateur suit pour décrire la femme. Tout d'abord, ce personnage est annoncé à travers des termes génériques. Donc, voyons ensemble les exemples. Apparition, créature, déesse, femme, le corps, l'ensemble de sa forme, la race. Ensuite, le narrateur décrit certains détails de son corps. Nous avons là la peau, le visage, le regard. Cet ordre nous permet de voir comment le narrateur perçoit la femme. En partant du général, donc femme, jeune fille, corps, il passe au particulier, les yeux et surtout son regard. Cette organisation a été assurée également par l'emploi des connecteurs. Après, ensuite, enfin, à ces connecteurs s'ajoute l'usage de certains verbes traduisant également la progression. Par exemple, avoir contemplé, après l'avoir contemplé, voilà, donc je ne pouvais discerner, je distinguais, je regardais. L'intention du narrateur est de montrer l'aspect extraordinaire du personnage de la femme. Pour terminer avec cette partie, récapitulons, M. Samy, comment, enfin, quand le narrateur organise sa description. Effectivement, alors, nous avons relevé, quant à l'organisation de la description,
L'ordre suivi par le narrateur pour décrire cette femme, excusez-moi, nous avons vu que le narrateur emploie des termes génériques. Et à ce propos, nous avons relevé apparition, créature. C'était une femme, une déesse, le corps, l'ensemble de sa forme appartenait à la race blanche. Par la suite, le narrateur est passé aux détails du corps. Il a mentionné la peau. Sa peau était dorée. Elle était grande, sans excès, et mince. Un visage d'une pureté singulière. Des yeux étaient d'un gris assez peu courant. Dans son regard, il y avait un élément nouveau. Donc, vous voyez comment le narrateur procède du général au particulier, que ce soit par l'emploi des termes génériques ou bien en insistant sur certains détails du corps. De même, pour assurer cette organisation de la description, le locuteur donc a employé un certain nombre de connecteurs. Nous avons relevé après, ensuite et enfin. Comme dernier élément, nous avons également relevé les verbes qui ont assuré cette organisation. Nous avons relevé avoir contemplé, ne pouvait discerner, je distinguais, j'entrevis, je regardais. Donc, le relevé de tous ces éléments nous permet de faire notre première synthèse, notre deuxième synthèse partielle, et dans laquelle nous avons vu que dans une description, celui qui décrit choisit un ordre pour présenter les différents éléments. Cet ordre dépend de l'intention du narrateur. On veut rendre un personnage sympathique. On veut insister sur sa bizarrerie. Ou on veut mettre en relief un trait de son caractère, etc. Par l'ordre et le choix des mots et des groupes de mots utilisés pour décrire, exemple les adjectifs, les relatifs, et que le narrateur adopte dans sa description, nous allons voir quelle est l'intention du narrateur, c'est-à-dire ce qu'il nous communique, à nous, lecteurs. Donc, M. Essine, pour ce faire, nous allons revenir sur deux supports. Le premier support est le même que nous venons de voir tout à l'heure. Oui. Et grâce donc à l'examen de ces deux supports, nous allons nous pencher sur le dernier point concernant la fonction de la description. Oui. Donc, commençons par relever les éléments décrits. Voilà. Donc, comme vous voyez bien, on a coloré en bleu, donc la femme, le corps, sa peau, un visage, son regard. Donc, ce sont les éléments décrits, oui, donc, qui sont mis en ordre. Donc, la femme, le corps, la taille, sa peau, un visage, son regard. Donc, à ces éléments décrits, on a aussi des mots et des groupes de mots pour décrire la femme. Exactement. Donc, comme une statue sur un piédestal, le plus parfait qui put se concevoir sur la terre. La race blanche, dorée plutôt que bronzée, grande, sans excès et mince, d'une pureté singulière. Il y avait un élément nouveau, la touche insolite,
mystérieuse. Donc, nous allons regrouper ces éléments décrits et les groupes de mots. Donc, Et on se servit à la description. oui. Donc, on a la femme, race blanche, comme une statue sur un piédestal, illuminée. Le corps, donc le plus parfait qui puisse se concevoir sur la terre. La taille, grande, sans excès et mince. Sa peau, donc, était dorée plutôt que bronzée. Un visage d'une pureté singulière. Son regard, il y avait un élément nouveau, une touche insolite, mystérieuse. Donc, que peut-on conclure? Donc, ici, l'auteur a utilisé des adjectifs, donc tels que Blanche. blanche, oui, bronzée, dorée, insolite, Voilà. etc. Des groupes prépositionnels, donc on a l'exemple d'une pureté singulière, et certains procédés d'écriture, tels que la comparaison, donc une femme comme une statue sur un piédestal. Et on a aussi le superlatif, donc le corps le plus parfait qui puisse se concevoir sur la terre. Donc, que vise le narrateur à travers la description qu'il fait de la femme? À partir de ce tableau, nous pouvons voir que cette description explique et justifie l'effet produit sur les personnages, et plus particulièrement sur le narrateur. Celui-ci décrit la femme du général au particulier, en s'intéressant aux plus fins détails. D'ailleurs, les mots et les groupes de mots relevés sont chargés de connotations à la fois valorisantes et fantastiques. Ceci nous amène à dire que notre passage descriptif est marqué par la subjectivité du narrateur, puisqu'il nous communique ses émotions et ses impressions. Voilà. Donc, l'étude ou l'examen de ce tableau, le relevé des différents éléments décrits et le relevé également des mots ou des groupes de mots pour décrire, nous permet de faire cette synthèse dans laquelle on voit que le narrateur cherche à communiquer au lecteur ses impressions et ses émotions. Nous allons examiner maintenant un autre support afin de voir si l'auteur de ce deuxième support procède de la même manière que le narrateur et s'il a les mêmes intentions que celui-ci. Donc, procédons à la lecture de notre deuxième support, M. Yassine. Oui. Les lions ont un corps musclé et lent, des pattes assez courtes et une grande tête. Le lion mesure entre 80 cm et 1,10 m à l'épaule. Le mâle, plus imposant que la femelle, mesure de 1,70 m à 2,80 m de long sans la queue. Le lion est le seul félin doté d'une crinière qui couvre la tête et le cou, mais s'étend parfois aux épaules et au ventre. Son importance est variable et sa couleur va du noir au fauve. Les lions bien nourris et en bonne santé ont une crinière longue et fournie. Nous allons commencer par relever les informations dans ce texte sur le portrait du lion. L'auteur nous donne d'abord les éléments suivants. Un corps, des pattes, une crinière, la tête, sa couleur. Donc là, ce sont les éléments décrits. Le corps, les pattes, la crinière, la tête, la couleur, la taille. À ces éléments décrits s'ajoutent des mots et des groupes de mots
pour décrire le lion. Donc, musclé et long, assez courte, grande, de 1,70 à 2,80 m, qui couvre la tête et le cou, va du noir au fauve, longue et fournie. Donc nous avons rassemblé ce relevé dans le tableau suivant. Donc, à chaque élément décrit correspond un mot ou un groupe de mots. Donc le corps musclé et long, les pattes assez courtes, la tête grande, la crinière qui couvre la tête et le cou, longue et fournie, la couleur va du noir au fauve, la taille de 1,70 à 2,80 m. À partir de l'organisation de la description dans ce passage, nous remarquons qu'il y a une progression du général au particulier. Mais le plus important est de voir si l'auteur, dans la description qu'il fait du lion, donne son point de vue ou non. Donc, on remarque que l'auteur n'intervient nullement dans la description de cette espèce d'animaux. Cette description est plutôt scientifique dans la mesure où elle paraît être le résultat d'une observation. L'auteur décrit ce qu'il observe. Il s'agit donc d'une description objective, si c'est mieux. Effectivement, il s'agit d'une description objective et dans ce type de description, l'auteur ou le narrateur décrit ce qu'il voit. D'une part, en donnant les informations essentielles, également en présentant les aspects positifs et les aspects négatifs des objets décrits, et puis en utilisant un vocabulaire neutre, sans connotation améliorative ou péjorative. Donc, ce que l'on peut dire pour clore avec notre séance d'expression écrite, c'est que, à partir des deux supports que nous avons étudiés, le narrateur ou l'auteur adopte une organisation qui va du général au particulier. Bien évidemment, cette progression peut aussi, dans d'autres textes, aller du particulier au général, ou bien de haut en bas et inversement. D'ailleurs, et généralement, le narrateur cherche dans la description subjective à communiquer au lecteur ses émotions et ses impressions. Tandis que dans la description objective, comme c'est le cas dans notre deuxième support, l'auteur décrit ce qu'il voit et donne les informations essentielles sans essayer de communiquer ses impressions et ses émotions. Alors, pour mieux expliciter la différence entre les deux types de description, nous proposons à nos chers élèves un tableau comparatif où nous allons revenir sur la description subjective et la description objective. Nous commençons par la description subjective. Le narrateur cherche à communiquer au lecteur ses impressions et ses émotions. Il utilise des adjectifs appréciatifs ou dépréciatifs. Il emploie également un vocabulaire péjoratif ou mélioratif, des comparaisons et des métaphores. Par contre, pour ce qui est de la description objective, l'auteur ou le narrateur décrit ce qu'il voit.
Il donne les informations essentielles. Il présente également les aspects positifs et les aspects négatifs des objets décrits. Enfin, il utilise un vocabulaire sans connotation améliorative ou péjorative. Chers élèves, ainsi s'achève notre séance d'expression écrite. Mais avant de vous quitter, nous vous proposons 2 exercices de production. Donc, premier exercice, c'était le premier jour des vacances. Vous avez pris le train ou le bus pour rendre visite à votre ami à Gabès ou à Gafsa, à Sousse, à El-Jam. Lors du contrôle des tickets, vous vous êtes aperçu que vous avez perdu le vôtre. Racontez la scène et faites le portrait physique et moral du contrôleur. Vous pouvez vous inspirer des ressources linguistiques ci-dessous. Donc, on a conçu un tableau en 3 colonnes, Voilà. les éléments décrits, les mots et les groupes de mots pour décrire et quelques verbes. Donc, le visage, allongé, rond, maigre, rouge, pâle, beau. On peut utiliser le verbe être. Le front, étroit, haut, large, lisse, etc. Le verbe paraître. Les yeux, grands ou petits, brillants, malicieux, bridés, semblés. Les cheveux, courts, longs, souples, bouclés, avoir l'air. La bouche, large, étroite, petite. Les lèvres, fines, minces, épaisses, charnues, grosses. Le nez, fin, long, pointu, allongé, aplati, droit. Le menton, étroit, court, allongé. Les oreilles, longues, petites, grandes, relevées. Le corps, grand, petit, mince, gros, robuste, chétif. Voilà, nous proposons également à nos chers élèves un vocabulaire relatif au portrait moral. Ce vocabulaire peut être favorable comme il peut être défavorable. Dans le cadre du vocabulaire favorable, on peut mentionner doux ou bien douce, affectueux ou bien affectueuse, brave, courageux, intelligent, bon, généreux, sincère, aimable, fidèle, gentil, etc. Si le vocabulaire est défavorable, nous pouvons mentionner, à titre d'exemple, bien évidemment, lâche, naïf, méchant, violent, ingrat, fanfaron, indiscret, injuste, prétentieux, cruel. Donc, comme deuxième exercice, nous vous proposons le suivant. En été, vous étiez au bord de la mer avec votre meilleur ami quand vous avez aperçu un dauphin. Rédigez un récit de 20 lignes dans lequel vous décrivez l'animal.
vous commencerez votre description par « quand j'ai aperçu ». Vous pouvez vous inspirer des ressources linguistiques suivantes. Museau, croc, nageoire, mâchoire, ventre, queue. Voilà. Ainsi, chers élèves, s'achève notre séance d'expression écrite. Nous vous souhaitons bon courage et nous vous donnons rendez-vous à la séance prochaine.